Bienvenue pour ce Facebook Live sur l'agriculture urbaine et périurbaine. Nous avons voulu commencer notre cycle de réunions publiques à distance par ce thème majeur, parce que, comme vous le verrez dans le cours de cette soirée, le Covid nous invite à doper nos propositions et à revoir certains de nos angles d'attaque. Donc, qui nous sommes? Jean-François Talliot, tête de liste de Saint-Herblain en commun, élu actuellement à Saint-Herblain et membre, bien sûr, de Europe Écologie Les Verts. Et Christine Noblet, effectivement aussi élue à Saint-Herblain, et puis membre de Ensemble Saint-Herblain Autrement. Très bien. Donc, Saint-Herblain en commun, certains d'entre vous le savent, on le redit rapidement, c'est un ensemble de formations politiques, Génération Écologie, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, vous les voyez pour certaines affichées derrière nous, et c'est aussi des associations politiques, que ce soit Ensemble Saint-Herblain Autrement, Christine en a dit quelques mots, Saint-Herblain à gauche toute. Nous avons aussi un collectif de citoyens et d'associations avec Saint-Herblain Ville-Bretonne, et nous avons aussi des citoyens qui ne sont pas encartés ou pas membres d'une des associations citées et qui sont sur la liste. Ils représentent d'ailleurs un peu plus de la moitié des membres de la liste. C'était important pour nous de leur donner une large place. Alors certains d'entre vous se posent encore la question pourquoi Saint-Herblain en commun s'est présenté distinctement d'une autre liste de gauche qui s'affiche aussi avec une sensibilité écologiste, tout simplement parce que nous avons une solide expérience sur le monde associatif, sur le monde citoyen, sur l'écologie, et nous avons voulu, après un long travail avec des citoyens engagés sur la cité, présenter un programme distinct au premier tour des élections municipales. Alors, vous nous direz, nous ne sommes plus au premier tour des élections municipales, nous sommes au deuxième tour, dans la préparation en tous les cas, puisque la campagne a déjà commencé. Et oui, donc c'est pour ça que vous avez vu pour certains d'entre vous dans la presse que nous avons fait une proposition à la liste socialiste, communiste et à quelques alliés pour leur proposer une liste commune pour le deuxième tour de ces élections. Ils n'ont pas accepté d'étudier cette proposition et donc, après une discussion au sein de la liste Saint-Herblain en commun, nous avons décidé de nous présenter, de maintenir notre liste parce que, comme je le disais tout à l'heure, après cette période de confinement et de déconfinement qui n'est pas encore terminée, nous avons entendu ce que disent les citoyens sur la santé, sur une autre planète, sur une autre approche de la solidarité, qui a été d'ailleurs éprouvée, que ce soit avec la fabrication de masques par des citoyens, par des solidarités de voisinage, par des coups de main donnés aux associations d'aide alimentaire, bref, autant de choses qui ont modifié la vision des citoyens sur le politique. Et donc, on a enrichi notre programme du deuxième tour de toute cette réalité pour pouvoir être plus pertinent et pouvoir nous adresser à vous avec un enrichissement de cette période de confrontation et de côtoiement des réalités de la cité. Par exemple, au-delà de l'agriculture urbaine et périurbaine sur laquelle nous allons revenir abondamment, on a aussi des propositions nouvelles sur la santé avec la création de 2 maisons de santé ou sur ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants, sur la participation des habitants à la vie de la cité, parce que pour nous c'est très important et ça s'est renforcé dans notre perception des choses avec l'expérience du confinement. Donc, agriculture urbaine et périurbaine, c'est quelque chose, comme je vous le disais, qui nous tient à cœur parce que ça touche à la question de la biodiversité, qui a été lourdement interrogée avec le virus du Covid sur ce que ça a posé comme question sur le vivant animal ou humain.
et on pourrait même ajouter végétale, parce que tout cela a été lourdement interrogé sur les sources de ce déséquilibre, de cette épidémie devenue pandémie. Et donc, c'est pour ça que ça nous permet de réaffirmer que la biodiversité, il faut en prendre soin, et que même à l'échelle d'une commune, on peut avoir des actions dans ce domaine. Nous avons aussi, pour préparer cette réunion sur l'agriculture urbaine et périurbaine, vu que tout ce qui touche à la terre, cette terre nourricière qui est indispensable à la production de denrées alimentaires, légumes, fruits, est plus que jamais quelque chose dont il faut qu'on prenne soin, grand soin. Et si le titre c'est agriculture urbaine et périurbaine, c'est parce que nous pensons que la dimension des circuits courts, soit euh, la place donnée d'une manière pour nous plus importante aux producteurs locaux, est quelque chose qui doit relever toute notre attention, parce que nous avons besoin de ces acteurs pour produire les aliments dont nous avons besoin dans la cité. Et nous reviendrons tout à l'heure sur justement les commerces de vrac, les AMAP, etc. Sans plus attendre, je laisse la parole à Christine, parce que Christine est colistière, elle est numéro 2 sur la liste, et sera donc la première adjointe de l'équipe si les électeurs nous choisissent pour terminer en tête au soir du 28 juin. Mais au-delà de cela, Christine a une longue expérience sur le monde paysan, et je la laisse en dire quelques mots, parce que ça donne toute sa pertinence dans cette réunion ce soir. À toi. Donc, je suis née à Saint-Herblain et je suis fille d'agriculteurs herbinois. Alors, à l'époque, pas si loin que ça, mais enfin, au début des années 60, il y avait encore 120 fermes à Saint-Herblain. Et actuellement, il n'y a plus que 3 sièges d'exploitation. C'est dire quand même la métamorphose de la ville. Et il y a donc 3 sièges d'exploitation agricole et une dizaine d'agriculteurs qui ont des parcelles, mais dont le siège est sur des communes périphériques comme Sautron, Couëron ou Orvaux même. Voilà. Donc, né ici, euh, après, j'ai un peu quitté la commune pour aller à Nantes. Et quand j'y suis revenue il y a 20 ans, c'est vrai que j'ai vu la grosse évolution qu'il y avait eu. Et en fait, depuis les 12 années que nous avons passées dans le conseil municipal, je pense on a senti cette évolution à travers le fait que c'est difficile d'échanger sur ces questions d'agriculture urbaine parce qu'il n'y a plus de groupe local de professionnels de l'agriculture. Et en fait, le problème, c'est d'avoir des besoins, d'avoir identifié nous comme consommateurs, comme mangeurs, pour ceux qui sont dans une AMAP par exemple, on a bien cerné ce dont nous aurions besoin, mais par contre, en face, les producteurs ne sont plus là pour échanger, pour voir comment ça peut évoluer. Alors évidemment, il y a aussi d'autres manières d'appréhender la question, et surtout il y a des actes à poser, et c'est ce dont on voulait parler ce soir. Donc, pour finir mon parcours, après un passage de plusieurs dizaines d'années, 3, dans une coopérative, une SCOP d'imprimerie, j'ai choisi de reprendre mes études et j'ai préparé donc un master de finances solidaires qui m'a fait atterrir dans une organisation de l'agriculture paysanne à Nantes. Et donc évidemment, j'ai été vraiment heureuse de renouer avec mes origines et de pouvoir faire la connexion entre mes convictions personnelles, ce que je trouve important pour l'avenir de l'humanité,
et puis des pratiques individuelles, familiales et collectives dans les assos. Et donc l'intérêt de retrouver le lien entre l'économie sociale et solidaire et, euh, et le monde paysan, parce qu'il y a plus de passerelles que ce qu'il y avait il y a quelques années. En fait, même si à Nantes, on a quand même une histoire assez forte entre le monde paysan et le monde ouvrier. Mais en tout cas, voilà, j'ai la chance d'avoir pu lier finalement toutes mes passions. Et puis, euh, et puis on a adopté des poules il n'y a pas longtemps, écolo et insoumises. Voilà. Très bien. Avant de revenir sur nos propositions que Christine va détailler tout à l'heure, un trait d'union, puisque tu viens de dire à juste titre que l'agglomération nantaise est riche de cette confrontation historique entre le mouvement ouvrier, les mouvements de gauche et le monde paysan. Sans remonter au calendrier grec, en mai 68, il y a eu une grande solidarité et qui a produit plein d'effets positifs dans des croisements d'engagement, de sensibilité, d'attention au public les plus fragiles. Et on garde encore aujourd'hui ces traces-là. On peut parler aussi de la lutte qu'il y a eu contre l'aéroport inutile de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'était pas simplement parce qu'on n'avait pas besoin d'un aéroport supplémentaire. Bien sûr que c'était une raison qui aurait pu suffire, mais c'est aussi parce que le terrain d'assiette sur lequel était prévu cet aéroport inutile, c'était le château d'eau de la Loire-Atlantique, et deux, c'était des terres qui, aujourd'hui encore, et c'est très bien, sont utilisées pour des vaches laitières, pour des productions Ouais, c'était du végétales. bocage qui n'avait pas été remembré et avec donc beaucoup de haies. Et c'est vraiment important pour la biodiversité et pas que. Mais en tout cas, c'est c'est vraiment important qu'on ait pu sauvegarder cet espace-là. Et on peut dire que Saint-Herblain a été historiquement, comme on le disait, et ça se retrouve dans les livres d'histoire locale, le jardin de Nantes, où il y avait un certain nombre de Nantais qui venaient faire leur jardin ici à Saint-Herblain, alors qu'ils habitaient à Nantes. Et Et on voit. inversement, et inversement les fermes de Saint-Herblain euh, nourrissaient en quelque sorte les Nantais, puisque la plupart allaient vendre leurs produits à Nantes. Et à Indre aussi, et la majorité c'était ça. Alors par chance, ces paysans dont on parle, on les retrouve dans les AMAP, donc Christine en disait deux mots tout à l'heure, c'est donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, avec des Herblinois et des Herblinoises qui sont, puisque le thème, le titre est celui-ci des mangeurs, et les producteurs locaux sont ceux qui alimentent en légumes, en fruits quelquefois, en œufs, lait, Et viande bovine. viande bovine, quelquefois du poisson également qui vient de l'Île-Dieu. Bref, c'est une forme de solidarité où, contrairement aux idées reçues, on retrouve toute la palette des Herblinois et des Herblinois. C'est absolument pas des gens qui ont fait bac plus 25 en écologie, c'est des gens qui sont sensibles à une autre manière de consommer et qui donc se retrouvent dans les AMAP. Mais on retrouve aussi des producteurs locaux dans les marchés de Saint-Herblain. Alors un peu plus sur le bourg, mais quelques-uns sur la crémétrie et sur le marché de Bellevue également. Ce qu'on peut rajouter sur l'identité de Saint-Herblain par rapport au monde paysan, c'est qu'il reste toutes les parcelles de jardins familiaux qui existent et qui sont plutôt en augmentation, qui permettent pas simplement de s'occuper le soir ou le dimanche, mais de produire véritablement les produits dont les familles ont besoin pour se nourrir. Donc c'est pas du tout de la coquetterie. Et puis plus récemment, on a sur Bellevue ce qu'on appelle la petite ferme urbaine,
qui est un endroit qui nous plaît bien dans sa dynamique, parce qu'elle permet à des habitants de venir planter, de venir collecter et récolter quand c'est le temps de la récolte. Il y a un grand tilleul, par exemple, où à la saison, tous les voisins viennent récolter le tilleul, alors que cet arbre auparavant ne servait pas, et prennent, après conditionnement, de la tisane pendant toute l'année avant qu'il refleurisse et qu'il soit à nouveau propre la saison d'après à pouvoir fabriquer des tisanes. Dans cette petite ferme, on a aussi des actions pédagogiques avec les écoles du quartier. Et tous les ans, du coup, les enfants, des jeunes, alors qu'on dit que les jeunes sont surtout turbulents, ils viennent eux aussi faire des plantations, les parents. Et c'est un creuset qui nous intéresse bien parce qu'il se passe beaucoup plus que des plantations et de la récolte. Il se passe une agriculture, on pourrait même presque mettre un trait d'union, tellement la culture est importante dans ce lieu-là. Il y a d'ailleurs l'été, sous un espace ombragé, des histoires qui sont contées pour les enfants. Les mamans y viennent volontiers accompagnées de leurs plus jeunes enfants et apprécient ce lieu qui est un lieu de croisement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le programme comporte des propositions sur l'agriculture, le lien à la terre et ce qui est pris en compte dans l'envie et le besoin d'écologie. Donc, Christine, peut-être dire quelques mots Je sur vais ces passer un peu propositions. en revue, mais donc sans aller complètement dans le détail, parce que en fait, vous pouvez tous accéder à notre programme sur le site, hein. Mais en tout cas, pour citer les grands titres, euh, on a choisi de remettre, enfin, on voudrait remettre en production biologique les friches agricoles, et donc c'est plus de 120 hectares, alors avec des friches anciennes et d'autres plus récentes, et surtout un parcellaire très diffus, mais ça existe, hein, il y a bien ces 120 hectares. Soutenir l'économie de proximité, c'est entre autres soutenir la MAP, qui est une des plus grosses c'est la deuxième de Loire-Atlantique et c'est donc une des plus grosses de France, hein, plus de 200 familles. Et donc l'idéal serait qu'il y en ait même peut-être d'autres, hein. Soutenir aussi les commerces de proximité. On a entendu les besoins des habitants, puis on a d'autant plus compris que c'était important pendant la crise que nous venons de traverser, quand on n'a pas la possibilité ni l'envie d'aller très loin et de faire la queue et d'avoir la foule. Donc les commerces de proximité, les magasins qui privilégient le vrac. Et puis, on a aussi évoqué les composteurs collectifs. Il y en a déjà dans plusieurs quartiers, mais on pense que s'il y en avait beaucoup plus à l'échelle des micro-quartiers, ça peut être complètement pédagogique et puis contribuer à diminuer ce qu'il y a dans nos poubelles, parce qu'en fait, les statistiques de Nantes Métropole nous disent qu'il y a plus de 25% qui sont des déchets des déchets organiques du moins. Et donc on peut vraiment faire autre chose avec ça que d'aller les mettre dans les incinérateurs. Nous voulons proposer aux habitants un permis de jardiner dans les espaces publics. Ça serait une alternative aux pelouses qui sont un peu fatiguées des fois l'été. Et puis, Alors, juste un insert sur cet aspect-là, parce que certains d'entre vous peuvent se dire, mais ça veut dire qu'on fait quoi des agents municipaux qui sont aujourd'hui les jardiniers? Donc forcément qu'en tant qu'élu au personnel, je suis sensible à cette question, et il ne s'agit bien sûr pas de mettre les jardiniers ailleurs ou de les priver d'emploi pour embaucher des bénévoles. Il s'agit de penser autrement le rapport à ces espaces verts qui sont à proximité des habitants pour leur permettre de s'essayer
et pour ceux qui ont de l'expérience, de contribuer à des plantations, pourquoi pas à des plantations utiles au sens alimentaire, et tout cela dans un accompagnement intelligent avec les professionnels qui sont à disposition sur la ville et non pas de rentrer en compétition. Pour illustrer ce propos, parce qu'on n'aura pas le temps de le détailler complètement aujourd'hui, on s'est inspiré de l'expérience qui a été menée par exemple dans la ville de Los Angeles, dans le nord de la France. Donc retenez bien ce nom de commune, parce que le maire Jean-François Caron viendra pour un meeting avec nous le 19 juin prochain. Les informations vous seront redonnées. Mais si je cite cette expérience-là, c'est que après plusieurs années de discussion, ils ont mis en place ce qu'on appelle le 50-50, c'est-à-dire que la ville amène les graines, la terre, les végétaux, l'encadrement quand il faut faire de la permaculture ou du paillage, et les habitants prennent en charge l'arrosage, enlever les graminées et non pas les mauvaises herbes, et de faire en sorte que tout cela, une fois que ça a poussé et que l'on peut le collecter, fasse l'objet d'une répartition intelligente entre tous ceux qui ont participé à ces plantations et à cette récolte, de telle manière que ça alimente les solidarités et la qualité de voisinage. Jean-François Caron se plaît à dire que depuis que ça s'est mis en place sur certains quartiers, les incivilités ont baissé, par exemple. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas simplement l'intérêt de faire en sorte que les gens participent avec ce permis de jardiner, ça a plein d'autres vertus sur lesquelles nous reviendrons le 19 juin. Excuse-moi. Non, pas de problème. On voudrait aussi augmenter le nombre de jardins partagés sur la commune. Jean-François y a fait allusion tout à l'heure. Développer au sein de la longère de la Bégrésière de la sensibilisation, de la formation, et puis accompagner des projets sur le climat et la transition écologique. Généraliser la sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, ça c'est vraiment important parce que déjà les enfants ils sont souvent assez sensibles, mais si on ne leur donne pas les moyens d'organiser les choses un peu différemment, c'est compliqué. Donc on pense qu'il y a vraiment besoin d'amplifier cette sensibilisation-là. Le tri des déchets évidemment aussi à l'école, et pas qu'à l'école. Et puis le jardinage, le compostage, donc une sensibilisation vers les enfants. Ensuite, il nous semble qu'il faudrait inclure dans la charte avec les bailleurs et les constructeurs de logements une mise à disposition systématique d'espaces communs à vocation écologique. Et là, on peut donner comme exemple des plantes potagères, des arbres fruitiers, des poulaillers collectifs. Voilà, quelques idées. On a prévu de se donner des indicateurs pour mesurer l'impact des projets et des actions sur le climat. Donc c'est quand même très global. Ça ne concerne évidemment pas que l'agriculture, mais ça l'inclut. Végétaliser les espaces publics de Saint-Herblain, c'est déjà dit. Mais aussi les écoles, par exemple. Parce qu'on s'aperçoit qu'on était parti dans un bitumage un peu un peu excessif, on va dire. Ouais, voilà. Et réintroduire la confection des repas dans les écoles, en tout cas pour les entrées et les desserts dans un premier temps. Et par la suite, remplacer la cuisine centrale par une cuisine municipale avec l'idée de favoriser les circuits courts. Et donc pour ce faire, évidemment, ça suppose qu'on développe de la production sur la commune, même si ça sera compliqué dans un premier temps de nourrir 4000 enfants avec des espaces qui sont pour le moment encore à travailler pour être remis en production. Mais en tout cas, il nous semble qu'il faudrait aller sur cette voie-là. Et évidemment, on n'aura pas le chocolat, on n'aura pas la vanille. Mais ça, ce sera du commerce équitable qui pourra venir d'ailleurs.
Alors, une première question qui vient sur les projets de la ville, sur le maraîchage. Est-ce qu'on peut augmenter le maraîchage sur la ville de Saint-Herblain? Alors, évidemment, on pourrait l'augmenter. Ce qui est un peu une entrave pour le moment, c'est que les friches sont donc constituées d'un parcellaire très, très diffus. Et en fait, pour pouvoir constituer des unités foncières assez conséquentes, parce que pour un maraîcher ne peut pas s'installer à moins de 3 hectares, ce qui en soi n'est pas énorme, mais enfin, on n'a pas de parcelles disponibles actuellement qui fassent cette taille-là, y compris en friche d'ailleurs. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas très éloignées. Donc ça veut dire qu'il faut probablement procéder à de l'aménagement foncier, c'est-à-dire à des échanges en fait, entre propriétaires, enfin, ou même exploitants, puisqu'il y en a, hein. Mais donc, il y a quand même des étapes à franchir. Et puis, il y a besoin de sécuriser tout ça. Quelqu'un ne peut s'installer sur des parcelles que s'il a la certitude que c'est durable. Et un bail de 9 ans, par exemple, n'est vraiment pas suffisant pour édifier des bâtiments qui sont nécessaires dans la situation de maraîchage, et même souvent pour d'autres exploitations. Donc, ça veut dire qu'il faut imaginer les choses sur le long terme, et c'est pour ça qu'on a évoqué dans notre groupe, dans notre liste, au cours des premiers travaux. Alors, on ne l'a pas mis aussi précisément dans notre programme parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais on avait évoqué donc le fait d'augmenter la surface du péant. Alors, péant, c'est le périmètre de protection d'espaces agricoles et naturels périurbains. Et en fait, il y en a un donc, qui couvre actuellement la CCEG, c'est la communauté de communes Erdre et Gèvres, et qui vient sur Nantes Métropole, qui est le plus grand péant de France d'ailleurs. Et il est aussi donc sur les communes d'Orvaux, de Sautron. Mais vous voyez, en fait, ça entoure Saint-Herblain par l'ouest, mais Saint-Herblain n'est pas inclus dans ce péant. Ce qui fait que cette possibilité qui donnerait de la comment dire, ça permettrait de voir plus loin pour des propriétaires ou des gens qui seraient locataires de parcelles. On n'a pas cette visibilité-là. Et c'est un frein. Donc, en fait, il faudrait arriver à faire évoluer ça. Donc, ça, c'est la compétence du département, mais qui n'attend que le fait que les communes se décident. Et alors, on croit savoir que Nantes Métropole est très très sensible à ces questions-là, puisque avec la crise sanitaire, il y a eu une prise de conscience quand même sur le fait qu'il va falloir avoir un peu plus de poids sur le foncier, que la SAFER, qui est chargée de la veille sur les parcelles qui se libèrent, doit vraiment nous mettre en situation de pouvoir préempter et donc redonner des espaces à l'agriculture. Alors après, on pourra revenir sur un autre aspect, conséquence du plume, qui a été voté il y a un an maintenant. Peut-être avant ça, puisque tu as répondu sur le maraîchage, et merci. Mais ce qu'on peut préciser peut-être, c'est l'état d'esprit des producteurs locaux sur ce maraîchage, parce que on pourrait se dire c'est une invention de la liste Saint-Herblain en commun. Or, nous, notre manière de faire, vous le verrez au fur et à mesure pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'on écoute longtemps les acteurs, les habitants, les producteurs, les petits commerçants, etc., avant de faire des propositions. Et là aussi, sur le maraîchage, on a été voir ce que pensent
les producteurs locaux, les paysans, ceux qui font déjà du maraîchage, et est-ce que c'était pertinent d'avoir ces espaces-là sur la commune de Saint-Herblain? Et leur réponse, Leur réponse, c'est oui. Oui, parce que, bah, par exemple, la MAP du Bourg de Tillay bénéficie des produits d'un maraîcher qui est du Nord Vendée. Parce qu'à l'époque, quand elle a démarré, donc elle a 11 ans maintenant, notre AMAP, et en fait, il n'y en avait pas. Et c'est quand même un peu fou quand on y réfléchit, mais il n'est pas si loin que ça. Mais enfin, donc il y aurait vraiment des possibilités. Là, il n'y a pas très très longtemps, un paysan qui est à la retraite là, m'a dit qu'il sait qu'il y a un jeune qui a envie de cultiver des céréales sur Saint-Herblain pour faire le pain. Et donc, ces friches, elles sont vraiment, il y a vraiment de quoi les transformer et produire localement ce dont nous avons besoin et qu'on n'ait pas à courir très loin pour se nourrir. Et donc, les deux des producteurs de la MAP de Saint-Herblain ont donc leurs animaux euh, sur les marais de la Pelousière, c'est-à-dire juste au sud de la commune, et un autre sur l'Ennery. L'Ennery, c'est-à-dire à la bordure de la Gournerie, du parc de la Gournerie. Et donc celui qui fournit les produits laitiers, c'est le GAEC des Travailleurs des Roches de Couéron. Et vous pourrez voir quand, le live sera remis en ligne, hein, une petite vidéo qui présente leur démarche, parce ils ont enfin comment on va dire, euh, pour que les terres soient préservées, les terres sur lesquelles ils travaillent, euh, qui appartenaient à une ancienne famille de Couéron, ils ont lancé avec Passeurs de Terre un projet avec aussi Terre de Liens pour que les citoyens comme nous, comme vous, puissent acquérir des parts de sorte que la terre, de manière pérenne, ce foncier-là, puisse être occupé par une ferme, par l'agriculture, et non pas urbanisé ou artificialisé. très bien. Si on continue, on a une question suivante sur le tri des déchets et sur la réduction sur le suremballage. Donc même si on n'est pas directement au cœur de la question, c'est normal qu'on réponde aux questions comme elles viennent. Donc là-dessus, c'est intéressant parce que ça montre aussi les engagements que, au moins Christine et moi, on a depuis des années dans des associations environnementales et des associations de locataires qui travaillent ces questions-là depuis longtemps et qui ont même fait des actions dans les grandes surfaces notamment pour inviter les acheteurs à se débarrasser sur place des suremballages et inviter par cette prise de conscience justement les industriels à réfléchir à une diminution des emballages. Parallèlement à ces actions coup de poing, bien sûr qu'on est investi dans les lieux de discussion, y compris à l'échelle de l'agglomération, pour que ça devienne une pratique au fur et à mesure. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tous les cas, bien sûr qu'on est contre le suremballage, et si on est sur le développement des marchés, et on a même une proposition pour créer notamment un marché du soir sur un ou deux endroits de la commune dans les courtes années à venir, c'est bien pour qu'on puisse avoir un lien direct entre les producteurs locaux et les usagers, et que à travers cela, on vienne avec ces sacs d'emballage qu'on peut réutiliser, avec ces paniers, et qu'on ne soit pas dans l'utilisation ni de plastique, ni de contenants à usage unique qui polluent, on le sait bien, et qui nécessitent de brûler tous ces déchets.
on serait incomplet si on ne disait pas un mot sur les déchetteries, ce qu'on appelle improprement les déchetteries, puisqu'il n'y a pas que des déchets à l'intérieur. Nous, on est, par exemple, pour qu'on adosse à chacune des déchetteries de l'agglomération des ressourceries, en tous les cas, dans un premier temps, du collectage de ce qui peut être réutilisé et de se mettre en réseau avec toutes les associations qui travaillent sur la seconde main, sur la réutilisation des produits, plutôt que d'être dans une logique de tout jeter. On a aussi une question sur l'avenir de la petite ferme de Bellevue. Alors là, on va pouvoir en parler à deux, mais vas-y, démarre, Christine. Alors, ce qui serait nécessaire, c'est que toutes les initiatives ne soient pas cloisonnées sur la commune. C'est un petit peu ce qu'on ressent quand même. Les acteurs n'ont pas la possibilité, a priori, ou en tout cas, il n'y a pas de lieu où ces échanges puissent avoir lieu. Et c'est notamment, à notre sens, ce que devrait devenir un peu plus la longère de la Bégrésière. Un lieu où on prenne le pouls de ce qui se passe sur la commune en termes justement d'évolution du climat et des réponses qu'on peut apporter, des adaptations ou mieux, des transformations qu'on peut mettre en route. Et même si la petite ferme est plutôt sur Bellevue, donc, et la longère plutôt au centre de la commune, mais en tout cas, il y a besoin d'échanges. Et en soi, les acteurs de la petite ferme sont en contact avec les personnes qui sont impliquées dans l'agriculture urbaine, hein. Ils ont des lieux de réunion, de travail ensemble. Et du coup, ça c'est amplifié parce que les personnes qui ont moins d'échanges, pour le coup, c'est ceux qui sont usagers ou qui ont des projets et qui ne savent pas nécessairement à qui s'adresser pour pouvoir faire avancer les idées. Donc, il nous semblait que parallèlement aux travaux qui ont été mis en route sur le cours Hermelan, le projet qu'on lui donne à ce cours, la petite ferme urbaine pouvait aussi comment dire, s'intégrer dans la démarche. Et qu'il faudrait qu'on puisse voir plus loin sur une vocation peut-être économique au cours Hermelan, pendant tout en lui trouvant actuellement une vocation de loisir, de respiration, voilà, enfin, on peut compléter en tout cas ce qui a été prévu et, euh, et justement connecter tous ces espaces pour qu'ils se développent ensemble et que ça fasse enfin, qu'il y ait plus de synergie pour arriver. Et un autre acteur qui peut aussi être tout à fait connecté avec eux, c'est aussi le lycée agricole de Nanterre Atlantique. Donc en fait, on a plein d'initiatives sur Saint-Herblain, mais peu de liens finalement entre ces acteurs. Et c'est dommage parce que et, j'en oublie même un autre, parce qu'il y a même l'étable nantaise. L'étable nantaise, c'est donc l'association de sauvegarde de la vache nantaise. Et elle aussi a prévu des actions sur Saint-Herblain, et notamment d'installer un troupeau. Et ben, voilà, ces gens-là, finalement, cohabitent plus qu'ils ne vivent ensemble. Enfin, donc, c'est un peu un challenge à relever, quoi. Complètement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces mises en réseau, ces lieux interactifs où on fait beaucoup plus que de l'agriculture, c'est des lieux précieux
Et si on a une volonté politique, ils peuvent s'améliorer et ils peuvent être mieux connectés à l'existant. Il n'y a pas un État dans lequel on serait, où on dit bah, c'est indépassable, c'est comme ça et on n'y peut rien. On y peut plein de choses. S'il y a la volonté, on y peut plein de choses. Une autre question. Les consignes. Ah oui. Alors, seriez-vous pour une remise en place des consignes sur la commune? C'est ça la question suivante. Euh, Il y a déjà des produits qui n'ont pas attendu. Si on va à la cave qui a en face les pompiers, on a certains produits, la bière notamment, qui fonctionnent récemment avec des consignes. Donc, on n'a pas attendu notre avis pour le faire. Est-ce qu'il faut l'intensifier autant que possible? Mais avant d'imaginer que la consigne serait la solution à tous les abus de contenants, retenons ce qu'on disait tout à l'heure sur tout ce qui est réutilisable. À partir du moment où nos poches papier, nos paniers ressortent des placards et non pas un seul usage, mais un usage répété, alors on est déjà sur quelque chose qui est aussi intéressant que les consignes. Ceci étant, plutôt que les bouteilles en verre notamment soient à usage unique, bien sûr que les consignes sont une solution et il ne faut pas Et pour le coup, se pas priver. seulement sur notre commune. C'est Tout vraiment à fait. quelque chose à promouvoir à l'échelle de la métropole. Et même s'il faut remplacer le verre autant que possible enfin, il faut que le plastique soit remplacé par le verre parce que le plastique c'est un vrai fléau. Une autre question? Une question qui touche à la place des scolaires dans l'agriculture. Est-ce qu'on peut augmenter la part des scolaires, leur place vis-à-vis de l'agriculture? Alors, sur cela, on parlait tout à l'heure de la petite ferme qui a des actions pédagogiques, mais c'est clair qu'il faut intensifier. Et une de nos propositions, c'est d'avoir justement des classes adossées à chacune des écoles qui permettent pas simplement de découvrir les écosystèmes, la nature, les parcs de Saint-Herblain qui sont abondants, mais de découvrir à la fois la réalité avec les jardins familiaux, les terres en pâturage qui existent, et tout le devenir au sens que les enfants très jeunes se mettent en tête sur toutes les évolutions possibles et de ce qui existe juste à côté de chez nous. Qu'ils ne soient pas à se dire si on mange des tomates ou si on mange des melons quand c'est la saison, eh ben, il faut absolument que ça vienne de l'autre bout de la France, dans le meilleur des cas, pour ne pas dire de plus loin encore. Non, on peut produire des choses à proximité et il faut que les enfants, dès le plus jeune âge, aient conscience de cela. Donc nous arrivons au terme de cette réunion et on vous remercie de votre participation, même si elle est à distance, mais les questions qui sont arrivées montrent qu'il y a de l'intérêt pour ce format. Donc la semaine prochaine, à 19 h également, nous aurons un autre thème, celui sur la santé, en quoi la santé est une problématique communale et on vous expliquera comment, à la suite du Covid, il y a eu des réflexions de ce type-là. Et on aura sur les semaines qui suivent, le 27, une réunion sur non, le 24, bonne rectification, sur tout ce qui touche à la prévention, à la sécurité, et puis, comme on le disait tout à l'heure, le meeting le 19 avec Jean-François Caron, maire de Los Angeles. Une toute dernière question Ah oui, puis qui là, arrive. ça va être très vite fait. Y a-t-il une réflexion pour mettre des moutons ou brebis à brouter l'herbe sous les panneaux photovoltaïques de Touga? De fait, c'est même pas une réflexion, c'est une action, ils y sont. Je pourrais vous montrer une photo des moutons, mais ça sera pas, c'est pas très, non, là, c'est pas facile, mais Bref, effectivement, c'est on déjà. les a vus, ils y sont. Donc merci encore de votre participation. À très bientôt.
Nos actions continuent tous les jours Ouais. avec la distribution de nos lettres sur l'ensemble des quartiers, Et nos avec crieurs. nos crieurs qui donnent des informations sur le contenu de notre lettre, nos propositions. Et samedi prochain, à 10 heures, nous vous donnons rendez-vous au bourg de Saint-Herblain, place de la Béchérelle. Voilà. Vous êtes les bienvenus pour venir soit discuter ou faire la manifestation, le cortège avec nous. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.